Messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau circuit matinal ici au Marie-Thérèse Péchaut. C'est en direct et en intégralité, bien sûr, sur RTI 1. On vous permet de vous réveiller avec tout ce qu'il faut, bien sûr, pour bien démarrer la journée. Et puis aussi, on souhaite une très bonne semaine sainte à tous les chrétiens catholiques pour cette semaine chargée donc d'une certaine profondeur spirituelle. Ah, parlant de profondeur, quelle sera la profondeur de notre conducteur? C'est là qu'intervient Nessie. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Alors si vous avez décidé de démarrer votre semaine en notre compagnie, vous avez fait le meilleur choix. Parce qu'avec nous, vous allez découvrir beaucoup de choses. Notamment aujourd'hui, lundi, on parlera économie, mais plus précisément de l'économie en entreprise. Gabriel Zani aussi sera là et son invité de ce jour n'est personne d'autre que M. Dié Saint-Loup Alexis, avec qui elle parlera de la gestion des morts qui divisent. Beaucoup de belles choses que bien sûr on vous invite à découvrir avec nous et également découvrir certains pays, notamment celui-là. C'est un archipel volcanique qui se situe en Amérique, Hawaï. C'est magnifique et on le découvre ensemble en images. Semaine sainte à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un magnifique décor. Hawaï, c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Ça fait partie des merveilles de l'humanité. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr des événements multiples et multiformes sur toute la planète parce que le 26 mars, il s'en est passé des choses. Tenez, par exemple, 26 mars 1984, c'est la mort d'un des présidents les plus iconoclastes de l'Afrique, Ahmed Sékou Touré. Donc, tirait sa révérence un 26 mars, c'était en 1984. Il aura été marqué par ce pays qui a dit non à la France, non à De Gaulle. Et puis aussi, beaucoup de choses, vraiment, c'était quelqu'un qui dérangeait. Il avait son franc-parler, il avait sa poigne, mais il ne laissait personne indifférent dans le giron politique africain. Et aujourd'hui, le prénom à l'honneur, c'est... C'est Larissa, Sainte Larissa, les Larissa sont à l'honneur. Alors Larissa vient du grec laros qui signifie mouette ou agréable à voir ou charmant. Alors les prénoms dérivés sont Lara, Larry et Larissa. Les Larissa sont enthousiastes et douces, timides et curieuses, intelligentes et discrètes. Elles sont naturellement attirées vers le beau et l'art. Leur complexité, leur saut d'humeur désorientent parfois leurs proches qu'elles savent pourtant si bien séduire.
On a un coucou donc à toutes les Larissa ravissantes qui nous regardent. Larissa Abbaye, par exemple, qui nous regarde du côté de Dakar, donc une Ivoirienne battante et qui aime beaucoup. Matin Bonheur, qui certainement nous suit. On espère que vous nous suivez aussi parce qu'aujourd'hui, c'est un peu marqué par le saut de la musique. Pour ceux qui ont l'oreille absolue, aujourd'hui, on célèbre le décès de Ludwig van Beethoven, décédé donc 26 mars 1827. Musique classique, c'est du pur délice et Beethoven fait partie des génies de son temps et des génies de tout temps. La musique, justement, ça tombe bien parce que ça sous-tend toutes les activités dans le monde. Par exemple, quand on fait du sport, la musique, ça peut aider. La preuve. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va travailler avec un accessoire complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On va travailler avec un step. Donc si vous avez un tabouret chez vous, vous pouvez le placer devant votre télévision. Si vous avez une marche d'escalier qui ne se trouve pas trop loin de la télé, vous pouvez vous installer aussi. Sinon vous pouvez faire les exercices sans le step si vous êtes des gens qui avaient des douleurs aux articulations. Donc, on va commencer. Notre échauffement va être juste de monter et de descendre du step tout doucement. On monte jambe droite, on redescend, on repart jambe droite et on redescend. Ici, c'est de faire super attention à poser le pied au complet sur votre tabouret. Vous ne voulez pas vous retrouver sur la pointe des pieds. Vous aurez mal aux genoux. Et vous ne voulez pas vous retrouver en train de rater votre marche non plus. Ça ne serait pas très intéressant. Alors, on en fait 3 autres. Une dernière. Et on change de jambe. Jambe gauche, monte et on revient. Encore. Alors, pendant qu'on monte sur nos marches ou notre step, on va penser à garder les abdos contractés le plus possible. Donc, on veut rentrer le ventre. On veut se tenir le plus droit. Vous ne voulez pas être en train de monter comme ça. Donc, on essaye de se garder le haut du corps le plus droit possible et le ventre bien serré, n'est-ce pas? Alors, on en fait 3 autres. 2. Une dernière. Excellent. On repart jambe droite, mais cette fois, on rajoute nos bras et on revient. Monte, on lève et on revient. Toujours le pied au complet sur votre marche. Hop. On expire en montant. On contrôle en descendant. Super important, on veut descendre le plus proche possible de notre step. Encore 3, 2, une dernière, 1. On change de côté, on emmène les bras sur les côtés et on revient. Encore. Est-ce que ça va derrière? Oui. J'espère que ça va chez vous à la maison. On continue, 3 dernières. 2. Une dernière. Excellent, parfait. Alors, on va se mettre sur le côté. Vous allez garder un pied à plat sur votre step. On va aller travailler l'arrière de la jambe et le côté de la jambe qui est au sol. Donc, on garde toujours les abdos bien contractés. On monte et on emmène la jambe sur le côté. Et on revient. 2. On monte, on lève. Allez-y tout doucement. 3. On monte et on lève. On décompose le mouvement. 4. On monte et on lève. Encore. 5. On expire. Votre jambe sur le step, vous voulez garder un angle droit. Très, très, très important. On redescend et on repart. Hop. On lève. Encore 2 autres. On monte. Expire. Une dernière. On monte. Expire. Excellent. On va changer de côté. Toujours la jambe sur le step. On tient le haut du corps bien droit. On contracte nos abdos. Et c'est parti. On lève. Hop. Et on revient. Vous allez vous rendre compte que vous avez toujours une jambe qui est un peu plus facile que l'autre. Je sais que vous avez envie de faire ça, mais on ne fait pas ça. D'accord? On monte tout doucement, on lève la jambe, toujours en gardant les abdos bien contractés. On essaye de se tenir bien, bien droit. Allez, encore. On lève.
3 dernières. Vous êtes capable. On lève. Excellent. Encore. 2 autres. Lève. Une petite dernière. On monte et on expire. Excellent. On relâche nos jambes un tout petit peu. Dernier petit exercice. Vous allez commencer sur votre marche ou sur votre tabouret. Encore une fois, vous pouvez le faire au sol. On va descendre la jambe croisée. Hop. Et on revient. Toujours du même côté. On repart. Une et on revient. Encore. On travaille le côté de la jambe et un tout petit peu les fesses. On descend. Allez, encore 3 autres. Expire. On repart. Expire. Une dernière. Expire. Et on change de côté. Et c'est parti. On croise. Hop. Et on remonte. On croise. Vous devez sentir l'arrière de la jambe et la fesse de la jambe qui est sur le step. Et on revient. Excellent. On va descendre. On relâche nos jambes. Excellent tout le monde. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. En tout cas, nous, ça a bien été. Donc vous devez sentir votre cardio, vous devez sentir vos jambes. On vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Merci Coach Kadi, qu'on retrouvera toute cette semaine. Et surtout, quand on finit de faire le sport, il est conseillé de se débarrasser de ses vêtements, même quand on a l'impression de ne pas avoir trop transpiré, parce que ça devient un véritable nid pour les bactéries. Et puis, vous le savez, ou peut-être pas, quand on reste avec nos vêtements humides, ça nous rend malades et ça empêche la bonne circulation sanguine. Parlons de circulation. Et si on allait sur nos routes voir comment ça se comporte là-bas? C'est le point route. Et en direct, bien sûr, sur les principaux tronçons, les principaux axes routiers de la ville d'Abidjan. Et puis voilà, nous sommes du côté de Cocody. Cocody, c'est dans le nord d'Abidjan. La circulation est assez fluide pour ce premier tableau. Deuxième tableau, nous allons du côté de... Je parie que c'est au plateau. Nous allons boulevard Lagunaire. Voilà, boulevard Lagunaire, circulation timide, mais quand même. On a l'impression qu'il neige, Christelle Akoussa, oui. Sur les berges donc, du boulevard Lagunaire. C'est l'effet d'optique. En tout cas, tout va bien. L'asphalte n'est pas trop sollicité pour le moment. Autre tableau maintenant, toujours dans ce point route pendant qu'il est 6h09 normalement. Un autre tronçon, autre route. On a Trècheville encore, on a l'échangeur. Donc on attend tranquillement. Voilà, et Trècheville, ça tombe bien. Trècheville au cœur de la commune Zassa. À cette heure-ci, là, c'est un peu timide. Timide. C'est en mode diesel, parce que franchement, ça va tout doucement. Et puis on va achever donc, je sais pas. Et l'échangeur, voilà. L'échangeur qui n'est pas encore sollicité, parce que les routes circulent, ça circule. Donc l'échangeur, ça circule, les voitures ça circule sur les routes, ok. Ça circule sur les routes. C'est fini, Christelle, c'est bon? Merci beaucoup Christelle Akoussa qui réalise cette émission et avec toute l'équipe en haut qui nous permet d'avoir donc un sourire matinal. On espère que vous nous regardez. Sachez qu'on nous regarde de partout de plus en plus et on est très heureux de le savoir. J'aimerais saluer comme ça ce matin ces personnes qui nous regardent du monde entier. Mademoiselle Bouchra Lugo, argentine, marocaine, donc qui nous suit depuis son lieu de vacances et vraiment on est très très heureux de savoir que Matin Bonheur a une connotation international. Allez, parlons de connotation justement. Il y a une connotation pour chaque maison. Il y a des maisons de repos, des maisons donc de soins et des maisons de retraite. C'est là-bas que nous invitons maintenant. C'est une maison de retraite pour handicapés mentaux. Akoussa a décidé qu'on prenne un peu de force avant d'aller dans la maison de retraite parce que c'est un peu difficile, hein, mais bon, ça tombe bien. Allez, première nourriture ici, c'est la crudité. La crudité, là on voit une salade de légumes. Hein. Crudité, on voit viande. des concombres, on voit de la viande, on voit de la carotte. Il y a l'orange, il y a le blanc, il y a le vert, il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire, il y a le rouge aussi, il y a tout. Accompagné d'un bon pain, ça m'a l'air bon quand même. Un plat patriotique. Hein.
Et deuxième très beau, ce matin. Deuxième photo maintenant. Merci à tous ceux qui nous apportent donc des photos de leurs plats, comme ça, de se concentrer. Là, nous avons le spaghetti, c'est du kiosque ou c'est fait maison? Spaghetti avec escargot. Ah, ça c'est particulier. Hein. Ça, c'est... Un jour, je suis sûr qu'on aura donc de la goutille dans du tchèp ici au petit déjeuner. Spaghetti avec de l'escargot. Et puis pour terminer, je vous présente ça. Regardez. Du bon placali, l'un des plats les plus visités chaque matin par au moins 95,95% d'Ivoiriens. Le placali le matin, c'est léger. Et c'est très sain. Vraiment, ça fait du bien. Parce que là, on n'a pas besoin d'huile pour faire la sauce. Bon placali, je pense à tous ces endroits de notre pays où il y a... Chaque grande ville de Côte d'Ivoire a son placalidrome, notamment à Gagnoa, Daloa, partout. On salue tous ceux qui sont déjà à cette heure-là là-bas parce que c'est l'heure, ça. En tout cas, merci pour cette dédicace. Merci beaucoup. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a mangé, on peut aller maintenant dans notre maison de retraite pour handicapés mentaux. Motion spéciale, une dédicace spéciale à tous ceux qui y travaillent parce que ce n'est pas facile. Regardez. Nouria souffre depuis toujours d'un retard mental. Depuis janvier, elle compte parmi les plus jeunes pensionnaires de cette maison de retraite des Alpes de Haute-Provence. Lucy Galou compte parmi les rares établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD, à accueillir aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. Malgré la différence d'âge avec les autres résidents, la cohabitation fonctionne parfaitement. On chante avec eux, on fait de la gym. Oh, c'est formidable quand on chante. Et ils chantent avec nous, les chansons qu'ils connaissent de leur vieux temps. Parce qu'avant de venir ici, j'étais à la Ciotat. Oh, c'était dur, hein. Les portes étaient enfermées à la clé, on ne pouvait pas sortir. Comme là, c'est ouvert. Et là-bas, la Ciotat, c'était fermé. Nouria fabriquait auparavant des fromages dans un centre d'aide par le travail. C'est beau ce qu'elle a fait. Jusqu'à ce que travailler lui devienne impossible. Pour cette infirmière, peu de personnes s'intéressent au sort des handicapés lorsqu'ils perdent leurs parents et vieillissent à leur tour. Des fois, on les mettait dans un coin du CAT en disant bon, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais on ne veut pas non plus les mettre, il n'y a pas d'autre place, donc comment on fait? Alors, quelquefois, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui partaient aussi en hôpital psychiatrique aussi. Donc, ce qui n'était pas non plus leur lieu, quoi, en fait. Ils vieillissent plus rapidement et donc forcément, ils ne pouvaient pas attendre l'âge de la retraite pour pouvoir aller en maison de retraite, en fait. Cette maison de retraite est la seule de la région PACA à accueillir des personnes handicapées. Pourtant, pas de liste d'attente interminable. Seuls 8 lits sur 10 sont occupés. L'idée fait son chemin, mais le dispositif reste méconnu. Jusqu'à il y a encore assez peu de temps, il y avait assez peu de personnes handicapées qui vieillissaient autant. Mais elles bénéficient comme tout le monde des progrès de la science et de la médecine. Donc aujourd'hui, il y en a davantage et le besoin se fait sentir de libérer des places dans les structures où elles sont accueillies jusqu'alors. Et c'est ce besoin qui fait qu'on commence à se poser la question de savoir où les orienter et que l'on mesure qu'il y a assez peu de débouchés aujourd'hui. Le développement de ce type de structure risque d'être difficile dans un contexte de crise. Cette semaine encore, les personnels des EHPAD manifestaient pour dénoncer le manque d'effectifs et réclamer des moyens supplémentaires. Mais voilà, une maison de retraite pour les personnes en situation de handicap et on espère avoir le privilège d'avoir une maison pareille ici en Côte d'Ivoire pour s'occuper de toutes les personnes d'un certain âge qui sont handicapées, qui ont un handicap mental. Et lui, il est avec nous, pas pour parler d'handicap, mais plutôt pour parler de sport. Patrick Guité, bonjour. Bonjour Nessie. Bonjour Pat. Bonjour. Ça va ou sur quoi? votre plateau. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la besace du sportif aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera de Michel Soro qui a remporté son combat. On parlera également de Talou Marie-Josée et du football des éléphants. Et puis, malheureusement... D'une mauvaise nouvelle. Ça tombe bien. Jingle et on revient à vous. Alors, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On a le décès donc, du père d'une personnalité, la Ligue 1, le football, l'athlétisme. Mais nous allons débuter donc ce JT Sport par de la boxe. On va dire Cocorico, mais on va dire aussi Orange Blanc Vert. Oui, on va dire Cocorico, pardon, et Orange Blanc Vert, parce que pour son 35e combat, eh bien, Michel Soro affrontait à Lyon le 24 mars dernier John Vera l'Américain. Eh bien, le boxeur français
d'origine ivoirienne, et bien, a battu son adversaire, l'Américain, après les 12 reprises. Il faut dire qu'il était alerte sur le podium, le ring, pardon, de Marseille, vivace, on va dire. Comme on le voit là à l'écran, oui, là. Précis également dans ses coups. Michel Soro est venu à bout de l'Américain, ce qui lui permet d'être le challenger unique maintenant de son ex-adversaire, en tout cas de son ancien adversaire, Brian Castano, qui l'avait battu. Brian Castano avait battu Michel Soro il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, Michel Soro peut aller challenger maintenant Brian Castano après cette victoire qui lui permet d'être champion du monde Super Welter WBA, mais champion du monde intérimaire. On va parler maintenant de... intérimaire, j'aime bien. On va parler maintenant de Marie-Josée Talou. Ah oui, Marie-Josée Talou, il y a une semaine, elle a été honorée à Paris. Vous savez, elle a été double médaillée d'argent au récent championnat du monde d'athlétisme. C'est outdoor, ce n'est pas indoor cette fois-ci. Et donc, elle a été honorée par l'Institut Mandela à Paris. On la voit ici à l'écran, recevant donc son diplôme et son prix. Marie-Josée Talou, il faut le rappeler, avait fini médaillée d'argent également aux 60 mètres indoor, pardon, en salle, derrière Muriel Aoré, qui, elle, a été accueillie avec les honneurs il y a quelques jours ici à Abidjan. Bravo à Marie-Josée. Et aujourd'hui, nous avons deux athlètes féminins qui nous permettent d'être au firmament de l'athlétisme mondial. On espère qu'on va glaner, on va dire, en outdoor, cette médaille d'or que nous recherchons depuis Gabriel Thiago. C'est déjà ça, hein, d'avoir donc des Ivoiriennes à ce niveau-là. Ça fait plaisir. Hein. C'est un vecteur international de visibilité pour notre pays. On ne le dira jamais assez. Surtout qu'elles gagnent. Pas comme ceux dont on va parler maintenant. Il s'agit de football, on parle des éléphants. Footballeurs cette fois. Et oui, vous voulez tout savoir parce que avant cette rencontre face au Togo, tant de péripéties autour des éléphants de Côte d'Ivoire et qui se sont préparés depuis la semaine dernière à Chantilly. C'est en France. Ils devaient affronter en match amical le Togo. Ils se sont préparés sans gardien puisque les trois, on va dire, gardiens convoqués étaient bloqués ici à Abidjan. Pas de visa pour eux. Ils sont arrivés en France, et bien entendu. Ils sont arrivés en France un jour avant ce match amical. Eh bien, les éléphants face au Togo ont bien débuté la partie avec 2 buts, un doublé de Nicolas Pépé, le Lillois, qui a ouvert le score dans les 20 premières minutes et ensuite, eh bien, il s'est tout fait. Voilà, Nicolas Pépé avec le numéro 11 de qui? De Didier Drogba, on le sait. Et donc, toute proportion gardée, oui, franchement. quand vous portez le numéro 11, vous êtes très, très efficace. Et lui, il a été très efficace. Mais bon, la défense n'a pas bien tenu, on va dire, ses cages. Des cages gardées par Saïd Bamandé, qui a été appelé en catastrophe puisqu'il n'avait pas de gardien. Et donc, les éléphants ont concédé 2 buts en fin de première partie et en début de seconde période. 2 buts partout. Les éléphants restent quand même invaincus face aux Togolais parce que jamais les éperviers ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éperviers qui étaient amenés par un certain Emmanuel Chéhi à Adebayor. Il va falloir attendre le 27 mars, donc mercredi, pour voir certainement une victoire de la Côte d'Ivoire face à la Moldavie. C'est le second match amical des éléphants de Côte d'Ivoire, coaché par l'entraîneur, en tout cas le sélectionneur intérimaire, Kamara Ibrahim. On va parler maintenant d'une triste nouvelle. Oui, d'une triste nouvelle, mais avant, la Ligue 1. Oui, mais avant, permettez-moi de vous donner quelques résultats de la Ligue 1, 18e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, c'est en football toujours. Et donc, la SEC Mimosa, chère à Marco, a battu Moussou FC 3 buts à 2. Et puis, le Sporting Club de Gagnoa qui est venu s'imposer ici au stade Robert Champeau face au William Civil Athletic Club 2-3. William Civil avait ouvert la marque et Gagnoa, grâce à son buteur Togui Mel, on le voit en action là, a permis donc aux hommes du fromager d'engranger une autre victoire et de conforter leur place de dauphin. Derrière qui? Derrière la SEC Mimosa. Je vous parle du WAC, je vous parle de la SEC. Pourquoi? Parce que ces deux clubs connaissent à présent leurs adversaires en Coupe de la Confédération. Ça sera le Belouizdad d'Algérie pour la SEC Mimosa et le Nifang. Retrouvailles. Oui, retrouvailles, bien entendu, entre ces deux formations qui se connaissent très bien. Et puis le Deportivo Nifang
de Guinée équatoriale qui affrontera donc le WAC. William Athletic Club, à ne pas confondre, au Wydad Athletic Club de Casablanca. Voilà. Gageons donc que nos représentants en Coupe africaine auront le mental. Parce que si c'est la qualité intrinsèque sur le terrain, les équipes ivoiriennes ont cela. Parce que la Côte d'Ivoire est quand même une terre de football. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut avoir le mental le jour J. Et ça leur a fait défaut. Oui, ça leur a fait défaut lors donc, de la Ligue des Champions. Le mental n'y était pas, même si le WAC de Didier Drogba, le WAC... puisque Didier Drogba a intégré donc, le staff managérial de cette équipe, a battu le WAC de Casablanca ici au match retour 2-0. Mais à l'aller, c'était très difficile puisqu'ils sont tombés 7-2. C'était un score historique pour le WAC puisque jamais cette équipe n'avait été battue de la sorte. Et puis la SEC a pêché physiquement, mentalement face aux Esco United ici. Malheureusement pour Marco, bien, les Mimosas se sont inclinés 2 à 1 ici à Abidjan. Je ne cache pas mon penchant pour la SEC, mais bon, des fois, même si on est avec eux, des fois, il faut les titiller un peu parce qu'on les aime. C'est justement pour ça qu'on les titille. Décès en tout cas, il y a une personnalité du sport de notre pays, une personnalité tout coup qui est en deuil, mesdames et messieurs. Le décès du père de monsieur le ministre des Sports, c'est cela? Oui, page noire malheureusement pour fermer les portes de notre actualité sportive, puisque le sport ivoirien est à nouveau en deuil, alors qu'il suivait certainement à la rencontre Côte d'Ivoire-Togo du côté de Chantilly, de Beauvais, pardon, en France. Le ministre Albert François Amicha a appris le décès de son père, Joseph Amicha, ancien ambassadeur ivoirien auprès de la République du Vatican. C'était à sa 94e année, le 24 mars dernier. Nous joignons la grande famille du sport pour présenter nos sincères condoléances au ministre des Sports et des Loisirs. Nous sommes de tout cœur avec lui. Toutes nos condoléances, monsieur le ministre. Et on a pratiquement terminé pour l'actualité sportive. On va revenir, on va faire... Pratiquement terminé, sauf que je vais vous donner quelques petites informations, puisque... c'est là où on vous attend aussi, parce qu'on vous sait très introduit, très versé dans le monde sportif. Oui, puisque la Fédération ivoirienne de rugby vient de donner la liste, tout de suite, la liste des sélectionnés pour la préparation de la CAN des U20. Et puis, le samedi dernier, s'est ouvert au niveau du basket, eh bien, la réunion du comité exécutif de FIBA Afrique. Cette réunion a permis, on va dire, de planter le décor pour la saison 2018 et surtout de suivre les travaux de la construction du palais, en tout cas de la maison du basketball. C'est le siège de FIBA Afrique. On n'ira plus à partir de fin 2018 à l'IMEB Alpha 2000 pour rencontrer le docteur Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique, mais on se rendra plutôt en face de la piscine d'État de Trècheville. C'est là où sera érigé le nouveau siège de FIBA Afrique. Et si on parlait un peu de ce qui s'est passé avec nos cousins qui aimaient les Français, avec le match amical 3-2, Didier Deschamps donc, qui est en train de repenser. On annonce même pour le deuxième match amical contre cette fois la Russie, des changements majeurs au sein du 11 tricolore. Oui, quelqu'un sur les réseaux sociaux a dit les fans de Côte d'Ivoire, c'est comme les Bleus de France. Absolument. Et eux également, ils menaient 2-0. Ils se sont fait reprendre par les Colombiens de James Rodriguez et de Falcao. 2-2 et puis 3-2. Les Français ont perdu au Stade de France. Mais bon, nous sommes en préparation de la Coupe du Monde. Ce n'est pas alarmant. Didier Deschamps va trouver... C'est un match amical qui compte pour l'indice FIFA. Oui, mais c'est un match amical juste pour la préparation. Ce qui compte aujourd'hui, c'est forcément la prestation des Bleus à la Coupe du Monde 2018, à laquelle la Côte d'Ivoire ne participera pas malheureusement. Mais alors, après ce match amical, quelles sont les failles majeures qu'on peut, on va dire, noter au niveau de la France? C'est valable aussi pour les éléphants. Vous savez, dans un match amical, on essaie beaucoup de combinaisons, on essaie plusieurs, on va dire, joueurs. Ça a certainement pesé dans la prestation des Bleus. Il a manqué peut-être de chance, ou en tout cas au niveau de la gestion, mais ça a manqué de tranchants face à des Colombiens qui étaient plus appliqués, plus concernés par ce match. Qui avait la grinta. Voilà, cette grinta-là. La fameuse grinta. Bien entendu. Donc il fallait se mettre au-dessus pour pouvoir battre ces Colombiens qui étaient motivés. On avait l'impression qu'on était déjà en Coupe du Monde et bon, malheureusement,
Non, parce que pour eux, au fait, il n'y a pas de petits matchs. Non, c'est vrai, parce que les joueurs colombiens ont joué sans calculer, sans la calculatrice. Les joueurs français, visiblement, en seconde mi-temps, disons-le honnêtement, pour ceux qui suivent le football, avaient peur de se blesser. Oui, ils se sont vus trop beaux et vous savez, ce sont des joueurs qui intègrent de grands clubs. Vous savez, il y a des échéances au niveau de la Ligue des Champions, au niveau donc, des différents grands championnats européens. Ils se sont vus, c'est tellement trop beau, ils se sont vus déjà vainqueurs face aux Colombiens, eux qui se sont déchirés complètement, qui se sont impliqués avec de la motivation, avec de la présence dans l'impact physique. Et c'est surtout là où les Français devront progresser. Et puis, vous avez des jeunes tels que Ousmane Dembélé qui n'ont pas été présents dans le combat physique. C'est là également où il va travailler. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à Marco. Et on sait que vous êtes en train d'affûter vos armes parce que vous serez très, très occupés. Mais n'oubliez pas de venir sur notre plateau pendant la Coupe du Monde en juin. Si nous sommes encore là, en tout cas, il faut venir sur notre plateau parce que quand il y a les grandes compétitions, ce n'est pas facile de vous avoir. $1 million man in sport. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, la suite, Nessie, maintenant. Alors, elle est là, elle est bien installée. Maïs Sako, avec elle, on parlera de l'actualité de façon mondiale. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé partout dans le monde? Elle nous dira tout. Tout, absolument tout, mais avant, la météo. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Au lever de ce jour, le sud forestier et le littoral connaîtront un ciel nuageux avec un éclaircissement progressif tout en laissant quelques pluies faibles sur le littoral est. La bande centrale et le nord seront sous un ciel généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 25 pour Abidjan et Adiaké, 24 degrés pour la région du Gontougo, 23 pour Boaké et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, encore 23, mais cette fois-ci à Gagnoa, 24 pour Korogo, la minimale de 22 enregistrée dans le Tompi, 23 degrés à Odiéné, 25 pour San Pedro, 26 à Sassandra, 25 pour Tabou et 23 à Yamoussoukro. Cet après-midi, soleil et nuages alterneront tout le long de la journée. Cette situation sera favorable à une élévation de la température à des valeurs relativement élevées. Par cette période de chaleur, on aura quelques bourgeons nuageux qui donneront localement de la pluie et des orages dans le sud forestier et à l'ouest du pays. Côté valeur, notons 32 degrés pour Deville, Abidjan et Adiaké, 33 degrés pour la région du Gontougo, 32 pour Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro. La région du Gor affichera 33 degrés, 35 à Korogo, 32 degrés pour le Tompi, la maximale de 35 relevée à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 34 pour Yamoussoukro. L'essentiel du temps de ce lundi est fait. Excellente journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La 6e édition du Africa CEO Forum s'ouvre aujourd'hui ici à Abidjan. Ce rendez-vous prend fin le mardi 27 mars prochain. Les privés africains seront une fois de plus au chevet de l'Afrique pour lui donner les moyens de son positionnement économique et social et lui permettre de compter dans le concert des nations. Emerson Mnangagwa est en Côte d'Ivoire. Le président du Zimbabwe est dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part également à la 6e édition de l'Africa CEO Forum, de même que le président ghanéen Nana Akufo-Addo. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulin. L'arrivée ce dimanche de 2 chefs d'État africains en Côte d'Ivoire. Le premier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa.
Il y a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara, vers 16h50. Le chef de l'État zimbabwéen sera suivi quelques heures plus tard, précisément aux environs de 21h30, par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara, avec à ses côtés d'autres autorités ivoiriennes. Les présidents ghanéens et zimbabwéens viennent à Abidjan pour prendre part à la 6e édition de Africa CEO Forum, prévue les 26 et 27 mars dans la capitale économique ivoirienne. Mais il n'est pas exclu qu'ils saisiront cette occasion pour avoir des entretiens avec le président Alassane Ouattara sur des sujets d'actualité préoccupants. Des rencontres de cette nature très fréquentes que l'on peut prendre comme des preuves que la sollicitude du chef de l'État ivoirien au regard des différents défis n'en finit pas d'être considérée chapeau bas par ses pairs de la sous-région, sur le continent et même dans le monde. Autre chose à présent, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a initié depuis décembre 2017 le processus d'identification des femmes de tout niveau. La phase pilote se passe dans la région de Beké. Boaké a d'ailleurs abrité une rencontre qui vise à accélérer l'identification de toutes ces femmes. Kader Sogodogo. Rencontre d'accélération du processus d'identification des femmes de tout niveau qui excellent dans leur domaine d'activité. La conseillère spéciale du président de la République, coordonnatrice nationale du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, échange avec le comité de la région pilote, le Beké. Tout doit être mis en œuvre pour que le processus avance vite et bien. Nous leur avons donné 2 semaines pour que nous puissions avoir la base de données de toutes les femmes compétentes de la région du Beké, depuis la ville jusque dans les campements. Et avec cette base de données, nous allons avoir une cartographie des femmes qui excellent dans tous les domaines d'activité dans la région du Beké. Aucune femme ne sera omise. Nous allons jusque dans les zones rurales parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne se limite pas dans la ville pour les femmes intellectuelles, mais nous voulons faire sortir la citoyenne lambda dans le village pour qu'on sache exactement de quoi elle est capable pour la mettre en exergue. Depuis le début du mois de janvier 2018, les 4 départements de la région de Beké, Sakassou, Béomi, Botro et Boaké, sont sillonnés à l'effet d'identifier toutes les femmes. Dans la perspective d'un appui de la Banque mondiale à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le vice-président de l'Institution bancaire mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, était en visite dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. L'INPHB bénéficiera du soutien de la Banque mondiale pour être un pôle de référence pour la formation des ressources humaines de qualité pour l'essor des pays du continent noir. Kwadio Kwame. Appui de la Banque mondiale à l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny, établissement de référence international. Il s'agit de permettre aux jeunes Africains d'accéder à des études de haut niveau. La vision du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est de faire de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro un pôle régional de formation des jeunes pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour faire de ce centre quelque chose de renommée internationale et qui puisse compétir avec toutes les universités occidentales et les universités européennes, nous devons continuer à appuyer financièrement, appuyer institutionnellement ce centre et surtout en faire un centre régional. Il serait important qu'on continue à attirer les autres étudiants africains sur ce campus, qui est un campus extraordinaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjouie de cette annonce. La formation d'une ressource humaine de qualité, une nécessité pour la transformation des matières premières du continent pour combler son retard sur le chemin de l'émergence. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de pouvoir former pour toute l'Afrique des ingénieurs de haut niveau parce que l'Afrique a un défi à relever. C'est la transformation de ces matières premières, c'est le développement technologique. Nous savons que tous les pays qui sont devenus émergents ou développés sont reposés donc leur économie sur le développement technologique, sur l'innovation et sur la transformation des produits. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny a souhaité l'ouverture d'autres filières et l'accroissement du nombre de jeunes diplômés, clé du développement des pays
du continent noir. L'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce sont plus de 4500 étudiants. Un mot de société à présent, gros plan sur les tenues traditionnelles. C'est un business en plein essor, comme nous l'explique Nadia Edja et Cheikh Koni. Marché Forum d'Adjamé. C'est ici que Sonia, loueuse de tenues traditionnelles, reçoit les clientes venues solliciter ses services. Sonia exerce cette activité depuis plus d'une dizaine d'années avec ses sœurs. Une activité qui a beaucoup évolué, et ce, pour diverses raisons. C'est maintenant que la location des tenues traditionnelles marche plus. Parce que les gens s'échangent plusieurs fois, 5 fois, 4 fois, 3 fois, souvent 7 fois, 8 fois. Quand le mariage est pompeux, c'est-à-dire le mariage est grandiose, ça peut changer 10 fois. La location nous revient moins cher. Il y a plusieurs échanges, on peut s'échanger plusieurs fois et ça revient moins cher. Alors que si tu veux payer le pain, c'est très cher. De belles tenues de cérémonie sans se ruiner, c'est la possibilité qu'offrent les loueuses de tenues à ces personnes qui célèbrent un heureux événement. Constat avec ce couple dans la commune de Yopougon. Cette tenue pour ce couple coûte environ 90 000 francs CFA en location. À l'achat, comptez un peu plus de 600 000 francs CFA. Des tissus riches du pays profond ou de pays voisins, Sonia emploie les grands moyens pour satisfaire ses clients. Ça, ce sont les pains riches du Ghana, on appelle ça les kenté. Ça coûte excessivement cher. Ça, c'est le garçon, ça, c'est pour monsieur, et ça, c'est pour madame. Ah, si, ça, c'est pour madame. Maintenant, concernant les bijoux, c'est avec ce genre de bijoux dorés que on va pour les habiller. Il y a les chasse-mouches, il y a la canne que vous voyez. Ça, on appelle ça du raffia. Ça vient de Divo. Sincèrement, je suis satisfait parce que je n'ai pas lui donné de nom, mais je sens que nous sommes très bien habillés. Si Sonia voyage aussi loin pour acquérir des tenues pour ses clients, certains professionnels du secteur préfèrent utiliser du matériel de leur environnement. C'est le cas de Mylène Hamon. Elle pratique cette activité depuis 2 ans. Je travaille beaucoup avec le sac de cacao. Ici en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de voir des tenues traditionnelles en pankita, en tissu et autres. Mais le sac est assez rare. J'utilise aussi les bois, tout ce qui est naturel. Des tenues originales et accessibles, de quoi s'offrir une clientèle plus large. En moyenne, j'habille 2 à 3 personnes par semaine. Généralement, j'ai plus de commandes, mais vu que je travaille seule, je suis obligée de réduire mes clients. À l'instar de Mylène, la plupart de ces acteurs travaillent dans l'informel. Pour acquérir une meilleure visibilité, ils adoptent une stratégie marketing efficace. Elle, c'est Andrea. Elle a une double casquette. Elle est la sœur et la chargée de communication de Sonia. Les mariés viennent vers nous de plusieurs manières, de bouche à oreille, parce que nous avons habillé un de leurs membres. Ils ont été satisfaits, ils reviennent vers nous. Il y a aussi le côté communication sur la page que moi j'administre aussi. Et là, nous faisons parler de nous. Les clients nous appellent, on répond, ils nous envoient des SMS, on prend des rendez-vous. Dans l'exercice de leurs tâches, ces femmes sollicitent d'autres secteurs d'activité, comme les artisans et les bijoutiers. Avec du professionnalisme et une meilleure organisation, le secteur de la location de tenues traditionnelles devrait pouvoir être plus dynamique et permettre de booster d'autres commerces. À l'étranger, en Somalie, au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tuées hier après-midi par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze dans le centre de Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par le groupe islamiste Boko Haram à Dachi, dans le nord-est du Nigeria, et libérées cette semaine, ont été ramenées hier à leurs familles. La police zimbabwéenne a confirmé hier enquêter sur l'ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, soupçonnée d'avoir empoché des millions de dollars en exportant illégalement de l'ivoire en contrebande. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Merci à vous, Maïsako. Très bonne semaine également à vous au niveau donc de la gestion de l'information.
Le matin, au niveau des flashs, on profite pour saluer toute l'équipe dynamique donc, de la direction de l'information. Alors, on va continuer donc cette émission et vous informer, mais de plusieurs manières. D'une autre manière, maintenant avec le passage obligé tous les lundis, c'est Instant Vérité. Et en ce 26 mars 2018, Gabriel Zani reçoit donc M. Dié Seydou Alexis, président du syndicat des entreprises de pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Le thème, la gestion des morts qui divise. Ce sera le thème que nous allons aborder dans quelques instants. N'oubliez pas donc qu'aujourd'hui, le 26 mars, c'est le début de la Semaine Sainte, une semaine vraiment marquée, qui sera marquée spirituellement, avec en ligne de mire, bien sûr, la fête de Pâques. Pâques, donc, qui, vous le savez, est très fêtée en Côte d'Ivoire, surtout par les baoulés. Et en ce moment, ils ont commencé. Hein, il n'y a plus de tickets pour les cas, attention. Les filles de maison, les filles de ménage, elles ont commencé à prendre des permissions. Attention, attention, commencer à préparer le terrain pour une autre fille, parce que quand elles partent en Pâques, c'est pas évident qu'elles reviennent. Est-ce que c'est les seuls? C'est pas les seuls, hein? Et puis bon, quand on dit c'est le baoulé, il ne faudrait pas qu'on épingle forcément tout de suite un secteur d'activité. Mais je veux dire, même les cadres, tout le monde, les permissions au travail, tout ça. Donc, ça bouge également pour Pâques. Et puis, il y a une certaine frénésie qui profite aux commerçants. Hein, effectivement, il y a beaucoup d'achats qui se font. Et surtout, ceux qui vendent la volaille, parce qu'il y a beaucoup de volailles, le poulet, la pintade, beaucoup de viande. Effectivement. La boisson aussi, le bangui qui coule la flot. Et puis, il y a une boisson avec l'étoile. Une boisson avec l'étoile, cette fameuse boisson. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, dans quelques secondes seulement, le temps qu'on mette le micro à notre invité. Gabriel Zani sera là pour Instant Vérité. Mais on passe par un circuit, le circuit No Comment. Regardez. Non, c'est très bien. Voilà, Madame, Messieurs, c'est Instant Vérité et vous êtes toujours dans Matin Bonheur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, mourir est inévitable, mais se retrouver entre la morgue et le cimetière, que de tractations. D'une part, il y a Ivocep, Ivoire Sépulture, et les auxiliaires des pompes funèbres qui se disputent le marché funéraire. D'autre part, cette gestion des morts est en train de diviser toutes les parties. Madame, Monsieur, que se passe-t-il au juste avec les morts? Fabrication de cercueils, de couronnes, transport des corps, qui fait quoi exactement? Ce matin, nous recevons à Instant Vérité Alexis Seydou Dié, président de la Fédération des syndicats des entreprises des services de pompes funèbres de Côte d'Ivoire, Ciné-POFSI. C'est cela. Bonjour. Bonjour, messieurs, madame. Et bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, vous êtes le président de la Fédération des syndicats des entreprises des services de pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Et alors, en quoi consiste le fait d'être chargé des services de pompes funèbres? Merci bien, madame. Vous voyez que vous avez annoncé il faut que l'homme meure. Quand on est, il faut mourir. Et quand on meurt, il faut quelqu'un pour s'occuper de celui qui est mort. C'est en cela la création, l'existence d'un service des pompes funèbres partout dans le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, notre rôle consiste d'abord à constituer l'entreprise légalement et ensuite faire des prestations diverses qui partent de la mort. Dès lors que le docteur légiste ou bien le médecin traitant donne un certificat de décès aux parents, ça me dit que la personne est effectivement décédée. Commence alors un certain nombre d'interventions dans la conservation de son corps, dans le traitement de son corps, dans l'établissement des documents administratifs du corps avant que
les parents décident des provisions des obsèques. D'accord. Voilà. Maintenant, vous, à votre niveau dans le service, dans le travail que vous faites, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous fabriquez des cercueils, des couronnes, ou vous traitez les corps? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce que vous faites? Oui, nous sommes des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication, dans la production des cercueils, dans la fabrication des couronnes, dans la fabrication de tout autre objet qui rentre dans le cadre d'embellir le corps, et aussi dans le transport. Nous avons des véhicules spécialisés pour le transport des corps. Et comme nous sommes de très petites et moyennes entreprises, nous faisons une sous-traitance avec un géant comme Ivosep qui a tous les services qu'il faut pour le traitement du corps et qui est la première société à avoir la concession du district d'Abidjan pour l'application de l'exploitation des services de pompes funèbres dans le district d'Abidjan. D'accord. Voilà. Alors donc, vous sous-traitez avec Ivoire Sépulture, qui est Ivosep, comme vous venez de le dire, qui détient une grande partie du marché. Et ça, c'est depuis 1966, selon nos informations. Oui, c'est depuis 1966, effectivement, que le gouvernement a donné le monopole de l'exploitation à Ivosep, parce que c'est la première société qui était là, et c'est elle qui est là jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, comment se fait le travail avec Ivosep? Comment vous travaillez avec cette grosse entreprise? Il y a différentes prestations qu'Ivosep, même en son sein, donne aux petites et moyennes entreprises que nous sommes, telles que la fabrication de cercueils, le transport de corps, par un partenariat signé avec elle, nous avons droit à recevoir des commandes de la société chaque fin de mois, et nous nous exécutons conformément au cahier de charge. Alors, donc, conformément à un cahier de charge, oui, vous travaillez avec Ivosep. Alors, qu'est-ce que vous gagnez dans cette intervention? Quand vous travaillez avec Ivosep, qu'est-ce que vous gagnez concrètement? Mais selon le contrat, nous arrêtons les prix de fabrication que Ivosep nous concède. Nous avons des prix et nous sommes régulièrement payés. Donc, il y a les prix pour les cercueils, il y a les prix pour le transport au kilomètre, ainsi de suite, qui sont fixés selon un barème bien déterminé. C'est comme ça que nous travaillons aussi avec Ivosep. Et au moins 18 petites entreprises sont dans cette gamme de partenariat avec Ivosep. D'accord. Alors, je vais vous poser la question, une question très directe. Alors, les Ivoiriens me chargent de vous demander, cette phrase-là me fait souvent sourire, c'est que, est-ce que ce n'est pas un contrat de dupe que vous avez avec Ivosep? Ce n'est pas un contrat de dupe. L'organisation administrative a voulu que Ivosep, qui est la première société de pompes funèbres en Côte d'Ivoire, ait le monopole par la convention qu'elle a signée avec le district d'Abidjan, ce qui leur permet de faire les enlèvements des corps sur nos routes, dans nos quartiers. Il y a des décès comme ça, on voit des gens, on voit des cadavres dans les rues. C'est le contenu de cette convention, parce qu'il y a des moyens, des structures qui permettent de recevoir ces choses. Et elle ne peut en tout cas faire tous les services en même temps. Donc, elle se rabatte sur nous pour nous donner aussi une partie du gâteau que nous faisons avec eux. Oui, une partie du gâteau. J'aime bien ce terme-là. Alors, selon nos enquêtes, nous savons qu'il y a un syndicat, un service des pompes funèbres qui n'est pas d'accord avec cette façon de gérer, de fonctionner avec Ivosep. Il s'agit, vous le savez très bien, il s'agit du Ciné Pofusi. Oui. Voilà, du Ciné Pofusi. Alors, ce syndicat-là et votre association serait, en ce moment précis, à couteau tiré. De quoi s'agit-il? Mais le Ciné Pofusi est l'un des syndicats de la filière, et nous avons eu ensemble, en tant que la fédération, nous sommes allés vers Ivosep pour leur poser certain nombre de problèmes. À un moment donné des échanges, ils ont claqué la porte. Donc, je ne sais pourquoi. Et ils sont partis. Bon, nous sommes restés parce que nous sommes du côté de la légalité. Lorsqu'on dit c'est celui-là qui a le monopole, ce qu'on peut faire, c'est d'arriver à un système de partenariat avec la sous-traitance que nous demandons et qui nous permet de travailler. Eux, ils n'ont pas voulu le faire.
Bon, ils ont leur raison. Mais est-il que, là encore, où ils se retrouvent, ils font des déclarations mensongères dans les journaux qui ne sont pas de la vérité. Et nous, vraiment, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous fuyez la table de négociation en tant qu'entreprise et vous allez faire des mensonges dans les journaux. Ce n'est pas normal. Monsieur Seydou Dié, normalement, vous devez comprendre. Vous étiez ensemble sur la table des négociations avec Ivosep. Vous devez savoir ce qui s'est réellement passé pour que le Sinépofu se désolidarise. Quand même, vous pouvez savoir cela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et le syndicat est parti? Eux, ils ont insisté que le monopole soit levé et qu'il y ait une libéralisation de la filière. Mais pour qu'il y ait libération de la filière, il faudrait que les entreprises qui sont en place soient bien structurées. Les services de pont sont des services très difficiles, très compliqués. Il y a des interventions de beaucoup de personnes, de beaucoup de structures dedans. Donc, il faut se préparer à cela. Ce n'est pas, du coup, quand vous passez devant le Carrefour, vous voyez les petits magasins dans lesquels nous fabriquons les cercueils. Ce n'est pas ça qu'on appelle un service de pompe funèbre. Nous sommes un prestataire dans un domaine donné des services de pompe funèbre. Donc, il faut se préparer à cette libéralisation. Il faudrait que l'État voie en nous nos capacités réelles d'organiser ce métier dans la confiance et dans la qualité des prestations de services. Alors, la question que je vais poser, alors si vous êtes que de petites et moyennes entreprises et vous n'avez pas vraiment les moyens de faire face à toutes les activités afférentes à ce secteur-là, alors donc pourquoi vous travaillez dans les pompes funèbres? Pourquoi? Oui, mais il faut commencer quelque part. Alors, mais quand on commence dans ce domaine-là, excusez-moi de vous couper, mais quand on commence, comme vous avez dit, c'est un domaine extrêmement important, alors il faut bien commencer. Oui. Nous commençons bien parce que, comme nos capacités ne nous permettent pas de faire tous les services de pompe funèbre, mais nous avons des spécificités que nous avons proposées comme service à Ivosep, à savoir la fabrication, des cercueils, des couronnes, des véhicules de transport du corps. Donc, ça, nous le pouvons. Nous sommes organisés pour le faire. Mais au-delà de ça, la conservation du corps et bien d'autres services, nous ne pouvons pas. Donc, il faut d'abord avoir les moyens de se faire cela. Alors, je vous prends au mot. Quand vous dites que vous pouvez fabriquer des cercueils, des couronnes, transporter les corps, voilà, tout ce qui est autour, ce qui gravite autour de la gestion du corps, vous pouvez le faire. Alors, est-ce que ce n'est pas possible que vous ayez au moins, ne serait-ce qu'une exclusivité ou bien un monopole dans ce domaine-là, ou encore qu'on puisse se diversifier? Est-ce qu'au fond, le Sinépofu n'a pas raison, dans le fond, de réclamer une partie du marché? C'est normal qu'à un moment donné de la vie de chacun, on cherche à se faire une place aussi importante que les autres dans le soleil. Mais pour nous, nous ne pouvons pas dire tout de suite qu'il y a une raison de le faire. Pour qu'il y ait une raison de le faire, il faut avoir les capacités d'être. Il faut être capable de prester un service vraiment public de ce genre. Il faut le faire en qualité et en spécificité. Il faut être sincère. Il y a beaucoup d'atouts qu'il faut avoir pour pouvoir faire un bon service de pompe. Monsieur Didier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas ce matin. Vous dites que vous êtes constitué en entreprise, en auxiliaire des pompes funèbres, n'est-ce pas? Voilà, que vous ne faites pas le traitement du corps, la conservation et tout cela. On l'a bien compris. Mais en même temps, vous parlez de qualité de votre travail, mais si vous n'étiez pas qualifié, je repose la même question. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine si délicat? Mais c'est parce qu'on est qualifié à faire des prestations que j'ai citées, que nous sommes en partenariat avec Ivosep pour lui faire les cercueils qu'il nous demande de faire. Alors, mais nous ne pourrons pas faire une conservation de corps à Abidjan. Non, pour le moment, on ne peut pas faire une conservation de corps à Abidjan. Il est clair que c'est Ivosep, Ivoire Sépulture, qui a l'exclusivité du marché sur ce point-là. Mais d'autres secteurs, d'autres activités qui rentrent en ligne de compte dans votre secteur, alors vous pouvez le faire. Donc, au fond, monsieur, je vais dire celui le syndicat du Sinépofusi, est-ce qu'il n'a pas raison de dire que pourquoi c'est Ivosep qui a indéfiniment le monopole du marché? Bon, c'est son appréciation de la chose, madame. Vous voyez, il y a la loi qui est là,
qui dit que de telle date à telle date, telle personne a un monopole par une convention signée. Donc, tous ceux qui arrivent dans le métier doivent prendre acte de cela et respecter ce qui a été dit. Dans le cas présent, la revendication de Cinéprophétie, c'est une revendication normale, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Cinéprophétie et les membres sont capables de rendre un service de qualité par rapport à la société qui a le monopole? Monsieur Sédoudié, si vous n'êtes pas capable de rendre un service de qualité, alors fermez les portes tout simplement. Mais justement, c'est pour ça que fermez les portes. C'est pour cela que nous allons pas à pas avec la société qui a tous les moyens pour que nous puissions aussi arriver à ce niveau un jour de qualification. Alors, et prétendre aussi avoir la libéralisation qui va permettre à tout le monde de gagner. Vous avez parlé de libéralisation, c'est en 2020, je crois. En 2020, le monopole ce sera le terme du monopole de Ivoire Sépulture. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en 2020? Maintenant que vous allez pas à pas, vous avez déjà 2 ans pour vous préparer. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en 2020? Bon, la libération, c'est la décision de l'État de libérer la filière. C'est pas à nous. Nous demandons cela, mais c'est l'État qui décide. Et nous nous préparons, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de nous préparer effectivement pour qu'en cas où l'État, dans son expertise, trouve que d'autres entreprises sont aussi sur place et qu'elles peuvent aussi postuler à ce marché, donc leur décision nous permettra, nous aussi, de nous hisser à un autre niveau. Mais il faut qu'on se prépare. D'accord. Quand vous préparez, oui, est-ce que vous constituez en entreprise de pompes funèbres? Ou bien vous attendez d'arriver en 2020 et puis de constater les faits? Nous y allons tout lentement parce que... Vous voulez continuer à sous-traiter avec Ivosep? Ben, on continue de sous-traiter avec Ivosep. Non, jusqu'à après 2020. Mais après 2020, est-ce que vous allez continuer à sous-traiter avec Ivosep? Ça dépendra de la décision qui sera prise en 2020. Si il faut continuer le monopole avec Ivosep, nous aurons notre part de discussion à faire, mais il faudrait que nous nous basions d'abord sur nos capacités, nos moyens généraux pour pouvoir le faire. Ce que j'essaie de vous demander ce matin, les Ivoiriens se disent que la vie est trop chère, alors c'est vrai, entretenir un corps et tout cela, s'occuper de tout ce qui concerne, je vais dire, un défunt, c'est vraiment très difficile, la vie est chère. Est-ce que vous allez pouvoir, je vais dire, faire des revendications adéquates pour permettre à l'État, comme vous le dites, d'ouvrir ce marché-là et soulager tout le monde? Bien, nous avons effectivement pensé à cela. Nous pensons à cela d'ailleurs, qu'il faut d'abord des réformes dans la filière parce que la loi de 1960 est dépassée. Et il faut aujourd'hui des réformes. Et sur ce plan, il n'y a que l'État qui peut... voyant ce qui se passe déjà, les remous qu'il y a dans ce corps de métier, à prendre les dispositions dès à présent pour une réforme sur la loi sur les pompes funèbres. Une question, oui. Quelles sont, entre autres, 1 ou 2 réformes que vous avez proposées au gouvernement et qui doivent vraiment attirer l'attention des autorités? Pour le moment, nous n'avons pas écrit au gouvernement, mais nous pensons qu'en 2020, il faut libérer la filière pour permettre à tout le monde d'y accéder. Bien sûr, avec les conditions qu'il faut. D'accord. Voilà. Bien sûr, avec les conditions qu'il faut et aussi avec les qualités qu'il faut. Avec les qualités, c'est ce que voilà. j'appelle les conditions. Et on vous attend. Monsieur Alexis Sédoudié, alors comment accompagner les familles dans le deuil? De nouveaux services émergent, mais hélas, mesdames et messieurs, l'argent divise. Qui veut se tailler la part du lion dans le secteur funéraire? La gestion des morts n'est pas chose facile. Madame, Monsieur, nous avons reçu ici Alexis Sédoudié pour nous éclairer, pour vous éclairer sur tout ce qui se passe autour des corps. Voilà, merci à vous d'avoir suivi infiniment Instant Vérité. Restez avec nous. Vous revenez avec Nessie et Marco, mais avant, c'est la pub. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère.
Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Bonjour 2018. Que du bonheur. C'est lui qui fait bailli, c'est qui l'a d'abouri. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais maman est sortie à sa voiture, papa est sorti à sa Range Rover. Actuellement ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je vais partir au supermarché. Chérie, toi tu es où? Le gars dit non, en fait moi je voulais te dire qu'actuellement toi et moi on est ensemble dans le même baka. Si l'apprenti arrive à ton niveau là-bas, il a déjà payé ton transport. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo. Le vieux est parti. Quand le vieux l'a mouru, l'enfant il avait 4 ans. Si un bandit il avait 70 ans. L'enfant il va sur la montagne, il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans, le chef bandit a toujours 70 ans. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. « 7h est passé de 3 minutes, mesdames et messieurs. Retour sur l'autre plateau de Matin Bonheur. Merci infiniment à Gabriel Zani et son invité. Nous allons maintenant prendre angle avec monsieur Jean-Emmanuel Somda. Il est consultant en management. Vous savez que lundi, nous parlons de tout ce qui gravite autour de la productivité, donc de l'économie. Le thème que nous allons aborder avec lui, c'est le management. Quel impact dans l'entreprise? Et vous savez, on a une manie, on a une tendance, c'est toujours planter le décor, donner le là et la discussion après. On y va. Face au bouleversement que connaît l'environnement contemporain à travers la concurrence féroce, l'évolution technologique, la robotisation et la mondialisation, personne ne peut nier que le management est devenu un outil incontournable et incontestable de la gestion et de la direction de toute entreprise soucieuse de préserver sa survie. Le management en entreprise, c'est toutes les actions mises en place pour permettre à l'entreprise de mieux fonctionner. C'est une façon de vendre une entreprise. Le mot management est un mot anglais. Je vais dire diriger, conduire les autres. Le management en entreprise, c'est l'action d'entreprendre des démarches et des études pour pouvoir positionner une entreprise. De sa part, le management se définit comme une manière de diriger et de gérer rationnellement une organisation, d'organiser les activités, de fixer les buts et les objectifs, de bâtir des stratégies. En utilisant au mieux les hommes, la technologie et les ressources matérielles, il parviendra à accroître la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise. Le management adopte une démarche globale qui repose sur 4 grandes fonctions génériques, pilotées en fixant et en contrôlant des objectifs, organiser, animer et diriger. Pour parvenir à un management de qualité, il faudrait d'abord au préalable mener des études sur le terrain et en plus aussi la personne qui va se charger de ces tâches soit véritablement formée. Il faut se former, il faut aimer le management. Un management de qualité pour le sort ou le développement d'une entreprise ferait accroître le chiffre d'affaires de cette entreprise et aussi ferait connaître cette entreprise au niveau international comme national. S'il n'y a pas de management de qualité, l'entreprise ne pourra pas vivre longtemps. Donc, raison pour laquelle il faut un management de qualité pour permettre à l'entreprise d'avoir une longue durée de vie. Le management semble simple à vue d'œil, mais il n'en est rien.
du caractère et des principes, le manager possède une double responsabilité car il doit à la fois être un bon coach et un bon gérant. Un bon management peut se percevoir à travers plusieurs niveaux, notamment dans l'aptitude du manager à projeter l'entreprise vers l'avenir, à respecter les autres, à savoir gérer son équipe, à savoir distribuer les tâches, reléguer la résolution de certains problèmes à ses collaborateurs, à reconnaître leur réussite. Cet ensemble de faits va entraîner sans aucun doute l'implication de toutes les parties à travailler ensemble avec un objectif commun, réaliser la vision de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise devra donc aisément atteindre ses performances économiques. Voilà, on a eu plusieurs définitions du management, mais nous sommes avec, Marco l'a déjà dit, M. Jean-Emmanuel Somda, qui est consultant en management. Quelle est la définition que vous donnez du management? Je vous remercie pour ce partage. Alors, l'élément filmé est assez complet. Et vous avez vu qu'on a vu plusieurs sortes de définitions, même par rapport au micro-trottoir. Et on retrouve l'essentiel dedans. Mais si nous voulons faire un peu d'histoire, on dira que les notions de management ont commencé à émerger avec Henri Fayol, qui, comme le dit le manager, est le père du management, qui avait identifié le management comme 5 fonctions principales. La fonction de prévision, fonction de prévision, d'organisation, de commandement, de coordination et de contrôle. Ça, c'était Fayol. Donc, lui, il est venu après Taylor et il est allé au-delà de la recherche du rendement. Puis, donc, parce que pour prendre l'entreprise, pour prendre l'organisation dans son ensemble. Donc après Fayol, nous allons avoir aussi celui qu'on appelle le pape du management, Peter Drucker, qui va ramener le management à 3 dimensions essentielles. La première dimension, c'est d'exploiter des ressources pour les rendre productives économiquement. Et puis la deuxième dimension, c'est de faire travailler des gens ensemble, mettre en synergie leur personnalité, leur talent, leur potentiel pour atteindre des objectifs prédéterminés. Il y a Blake et Mouton aussi qui ont fait oui, beaucoup. qui ont travaillé aussi dessus. Donc, ce sont des notions qui sont importantes parce que c'est compte tenu de l'évolution, comme l'élément l'a campé aujourd'hui. Et la troisième fonction de Drucker, c'est la fonction de représentation et tout ça. Donc, au total, pour faire simple, en mettant en commun toutes ces définitions, on vous dirait que le management, c'est le bon sens. Mais en termes littéraires, on vous dirait que le management, c'est l'art de faire travailler les autres personnes pour atteindre les objectifs définis. On vous dirait que McNamara, qui a été président de la Banque mondiale, qui a fait la guerre au Vietnam, qui a été secrétaire d'État, il vous dirait que le management, c'est l'art des arts. Donc l'art des arts. Et de façon plus élaborée, on dirait que c'est l'ensemble des méthodes et des outils qui sont mis en œuvre pour faire travailler des gens ensemble afin d'atteindre des objectifs prédéterminés. Ce serait essentiellement ça, le management. Alors, ça vient de... C'est un terme anglo-saxon. Oui. Management qui veut dire contrôler, diriger, organiser. Et ça trouve un peu son sens dans ce que vous avez dit, prévoir, organiser, commander, la coordination et puis le contrôle. Alors, est-ce que la performance des entreprises est indubitablement liée au style de pouvoir du dirigeant? Bien sûr, la performance de l'entreprise est fondamentalement liée à la qualité du management. Vous voyez? Donc, parce que le management, vous avez vu, nous allons, au départ, on parle de prévision. Mais aujourd'hui, en termes de management moderne, on vous dira que ça va comporter 4 étapes au niveau de l'élément filmé. Il y a eu d'autres définitions, mais c'est une question de contenu. La première étape, c'est planifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire fixer les objectifs. Et la deuxième étape, répartir. Ça, c'est quand on vous nomme à la tête ou bien quand vous êtes à la tête de l'entreprise. C'est ça, c'est ce que vous devez avoir en tête. Oui, quand vous nommez à la tête de l'entreprise, c'est que vous devez avoir le conseil d'administration ou celui qui vous nomme. Le conseil d'administration en général va vous fixer les objectifs généraux, à vous qui êtes le premier manager, que vous allez décliner au manager de second, deuxième, troisième niveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc d'abord fixer les objectifs, allouer les moyens, et puis organiser le travail et budgétiser, ensuite contrôler et évaluer. C'est essentiellement ça. Donc, vous voyez que fixer les objectifs, c'est quoi faire, avec qui, avec quoi et comment. Quand. Avec quels moyens. Voilà, avec quels moyens, les moyens humains, matériels et ainsi de suite. Et donc, évaluer pour savoir si nous avons été performants. Être performant, c'est quoi? C'est optimiser les résultats. On vous demande de réaliser 100% du chiffre d'affaires, vous faites 125%, vous êtes très performant à ce niveau-là. Donc, vous voyez que la performance, c'est la raison d'être des institutions. Qu'elles soient publiques ou privées, elles doivent justifier leur existence par la performance.
Et très souvent, les managers ont beaucoup de reproches, notamment celui-là, le fait de ne pas être en conformité avec les réalités du terrain. Parce que le manager, il est assis dans son bureau, il prend des décisions, il envoie ses agents sur le terrain, alors que sur le terrain, ce n'est pas la même réalité que les objectifs fixés par le manager. Quelle est la bonne attitude à avoir? Alors, la bonne attitude, c'est quoi? C'est d'être proche de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on va vous parler de management de proximité. Ouais, tableau de bord. Voilà. Mais surtout être proche des collaborateurs. Si vous fixez les objectifs en restant dans votre tour, vous allez passer à côté. Il faut savoir ce que vous demandez aux collaborateurs. Il faut les impliquer. Il faut d'abord connaître même ce que vous leur demandez et savoir s'ils ont les compétences, les capacités de porter les activités qui vont permettre de réaliser les objectifs qui leur sont fixés. Donc, si vous allez vous parler de management de proximité, on va même vous parler de management baladeur, que vous quittiez votre tour d'ivoire pour aller voir comment les collaborateurs, dans leur poste de travail, à leur poste de travail, travaillent, comment ils ressentent, comment ils vivent ces véhicules-là. Il y a plusieurs écoles au niveau du management. Il y a l'école française, l'école latine et puis l'école anglo-saxonne. C'est comme ça que d'autres disent. L'école française, entre guillemets, est plus officielle, plus institutionnelle, avec beaucoup je sais pas, beaucoup de choses, peut-être parfois en griffe inutiles. L'école anglo-saxonne est plus directe. C'est ce qu'on entend très souvent. Est-ce que c'est vrai? Alors, le conflit des écoles, les bagarres des écoles, c'est récurrent. Mais ce qu'il faut retenir, comme j'ai dit tout à l'heure, le management, c'est une question de bon sens. Et on ne copie pas un style qui marche ailleurs chez soi. Il faut ne fait pas du copier-coller. Voilà, il faut chercher à adopter le style à vos propres besoins. Et il n'y a pas un style qui est meilleur à un autre, parce que tous les styles se valent. Si on vous demande d'aller mettre de l'ordre dans une institution qui connaît une crise, qui connaît, où on vous dit qu'il y a du désordre, quand vous allez arriver, vous allez être un peu autoritaire dès le départ. Vous allez prendre tous les leviers, faire le tour du propriétaire et puis commencer à relâcher les leviers petit à petit. Mais vous allez dans une structure où il y a déjà la performance, où les gens savent travailler, tout ça. Si vous allez avec vos gros sabots, vous êtes autoritaire, vous allez plomber la maison. Parce que les gens, ils sont déjà intéressés par le travail, ils sont déjà motivés par le travail. Donc votre rôle consistera à les enrichir davantage, à les motiver davantage, à les impliquer pour qu'ils produisent plus. Alors, cela dit, quels sont les différents styles de management? Alors, les différents styles de management, c'est comme dans les écoles, il y a plusieurs styles, mais en général, on peut les regrouper en 4. Vous allez avoir le style qu'on va caractériser, le style autoritaire. Style autoritaire, exploiteur. Voilà. Bon, style autoritaire, parfois on va vous dire, en termes de profil, que le manager est autoritaire agressif. C'est celui qui ne se préoccupe que de la réalisation de ses objectifs. Je sais que j'ai l'habitude de dire, c'est celui qui va dire yaka yaka. Bon, il s'en fout de ce que vous avez comme préoccupation. Lui, son objectif, c'est de voir ses objectifs atteints. Mais en étant trop autoritaire à la fin, ces objectifs ne seront pas atteints parce qu'à un moment donné, le personnel, les collaborateurs vont en avoir assez à ce niveau. Vous allez avoir aussi le style paternaliste ou condescendant, où le manager vous prend à peu près comme des grands enfants. Il trouve qu'il faut qu'il fasse tout pour vous, qu'il soit assez paternaliste. Et pour caricaturer, on dit que c'est le manager qui souhaite qu'on dise qu'il est gentil. Ouais, alors que bon, si vous êtes gentil avec les ressources de l'institution, ça ne va pas aller loin. Gentil ne veut pas dire efficace. Bon, ce n'est pas efficace. Il y en a qui disent que l'homme qui est gentil, ce n'est pas l'homme qui est bon. Donc, il faut faire la différence à ce niveau aussi. Vous allez avoir le troisième style qui va être le style consultatif, où le manager va consulter ses collaborateurs avant de prendre les décisions. C'est rare. Voilà. Bon, mais c'est assez fréquent. Ça devient de plus en plus. Voilà, d'expérience, quand on fait les exercices, les tests dans les structures, on voit que ce style-là est quand même prédominant. Non, mais, style consultatif. Mais on se rend compte que les managers ont déjà leurs idées arrêtées. Mais ils font semblant de demander l'avis quand même de leurs collaborateurs. On se rend compte qu'après, c'est quand même eux, leurs idées qui restent. Oui, si vous faites semblant, vous n'allez pas prospérer parce que vous devez être loyal envers vos collaborateurs. Voilà, la loyauté, elle est à 360 degrés. En tant que chef, vous devez être loyal avec vos collaborateurs doivent être loyaux envers vous, vous devez être loyal envers l'institution et envers vous-même. Donc, il ne faut pas faire semblant. L'essentiel, c'est d'aller à la performance. Voilà. Et plus vous... À n'importe quel prix? Oui, plus vous donnez de la considération à vos collaborateurs, plus ils seront à l'aise pour vous aider à réussir votre mission.
par l'innovation, par la proposition, par l'implication, la forte implication qu'ils vont avoir dans la conduite de leurs tâches et tout cela. On s'est arrêté au style consultatif. Je rappelle que vous aviez commencé à énumérer le style autoritaire, le style paternaliste, le style consultatif. Si vous avez le style participatif. Le style participatif qui est le style où tout le groupe, toute l'équipe est au fait du problème. Vous ébauchez les solutions possibles. Ensemble. C'est le travail, c'est le management fondé sur le travail en équipe. Voilà, en fait, c'est l'essentiel. Vous testez toutes les solutions possibles jusqu'à retenir la solution optimale. Et les décideurs, mais vous qui êtes très habitué, vous avez certainement une préférence. Quel est le style qui convient, par exemple, aux entreprises dans les pays en voie de développement, si on peut dire ça comme ça? Ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas un style meilleur à un autre. Mais dans l'absolu, si vous partez base zéro, le style idéal, c'est le management participatif. Parce qu'il permet déjà aux collaborateurs de participer à la définition des objectifs. De se sentir considérés. De se sentir considérés, de se sentir impliqués dans l'affaire. Donc, le caractère participatif veut dire que le collaborateur sait que l'entreprise, c'est son affaire. Il participe à la vie de l'entreprise, il participe au futur de l'entreprise, jusqu'à l'expression de la vision. Voilà. Quelle est la vision que vous avez? Bon, c'est vrai que ça va être la chasse gardée du premier manager, mais il faudra qu'il partage cette vision-là avec l'ensemble du personnel et ses premiers collaborateurs. Alors, vous qui êtes très introduit dans le domaine du management, maintenant il y a l'avènement des réseaux sociaux. Oui. Comment les managers d'aujourd'hui arrivent à s'adapter, arrivent à utiliser les réseaux sociaux pour performer leurs entreprises? Alors, les réseaux sociaux sont un outil incontournable aujourd'hui. Alors, les managers, au niveau de ses qualités, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande ouverture d'esprit. Donc, il doit être curieux, il doit même chercher à savoir ce qu'il peut tirer des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent faciliter la communication du manager, notamment en matière de communication marketing, de relations publiques, mais même en interne. Avec les RSE. Voilà, avec les RSE ou bien même avec l'outil primaire Facebook et tout ça, Outlook, puisque c'est des outils que vous utilisez pour améliorer votre communication interne éventuellement à ce niveau-là. Et pour rigoler un peu, voilà, ces outils-là permettent des fois d'attraper des salariés qui posent des RTT alors qu'ils sont en vacances, par exemple, ils sont en train de se prélasser. Bien sûr, oui, c'est l'inconvénient, mais c'est aussi l'avantage. C'est aussi l'avantage. On voit des patrons qui se déguisent, qui ont de faux profils, des patrons qui ont de faux profils pour espionner, entre guillemets, leurs employés. Voilà, tout ça, on a vu ça. Oui, alors, mais il ne faut pas espionner, il faut communiquer. Quand tout le monde est loyal, voilà, il faut être vrai. Quand tout le monde est loyal, le jeu est correct, vous n'avez pas de suspicion ou toute mesure. Alors, M. Somda, je rappelle que vous faites partie des plus grands formateurs de la sous-région de l'Afrique, même à votre actif, des centaines de séances de formation. Cela vaut votre place ici. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne choisit pas les consultants et les chroniqueurs de cette émission au hasard. Les Ivoiriens donc peuvent en témoigner. Alors, Henri Fayol, que vous citiez tout à l'heure, disait « Le style avec lequel un dirigeant exerce son pouvoir va déterminer la motivation des salariés ». Oui, tout à fait. Il y a une grande relation, forte relation entre le style de management et la motivation des salariés. Un patron, par exemple, qui toute sa vie a été brimé, a été rétrogradé et qui un jour, par un concours de circonstances, comme il y en a beaucoup dans nos pays en voie de développement, suivez mon regard, il devient directeur. Alors, lui, est-ce qu'il y a des traitements particuliers? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des choses pour essayer de l'aider un peu? Oui, ce que je dis, il faut partir. Si vous dites qu'il a été blessé, il a été traumatisé auparavant et qu'il parvient manager, c'est à lui de faire la part des choses et d'abandonner ses blessures antérieures pour s'occuper du présent et de l'avenir. Comment? Non, parce qu'il n'a pas de revanche à prendre avec surtout les équipes qu'il aura dirigées. Souvent, c'est à ça qu'on assiste. Hein? Non, mais justement, c'est des travers dont il faut sortir très rapidement. Parce que si vous voulez vous venger, ou bien parce que vous avez été brimé, vous voulez restituer la même chose sur vos équipes, vous n'allez pas atteindre vos résultats. C'est pour cela qu'il y a une forte corrélation entre la manière dont vous exercez votre autorité, selon votre style de management et la motivation des ressources humaines. Si vous êtes très autoritaire, les collaborateurs ne vont pas être très motivés. Mais si vous êtes plutôt participatif, si vous êtes proche de vos collaborateurs, si vous savez communiquer, savoir vous mettre à leur place en termes d'empathie, bon,
pas de la bienveillance, parce que ça va vous s'agit de vous amener à la condescendance, mais il faut être loyal, rigoureux, sans filtre. Sans filtre, mais rigoureux, transparent. Vous voyez. Mais rigoureux, il faut expliquer aux collaborateurs que rigoureux, ce n'est pas la méchanceté. Être rigoureux, c'est juste appliquer les règles. Mais il ne faut pas être rigide non plus. Il ne faut pas être rugueux. C'est quoi être rugueux? Donnez des exemples. Être rigide, être rugueux, c'est quoi par exemple? Non, mais c'est la limite entre la rigidité. Voilà, c'est être brutal, c'est ne pas être flexible par rapport à certaines règles. Vous voyez, bon, on va vous dire, si vous arrivez en retard, vous allez avoir telle sanction et tout ça. Mais vous pouvez arriver en retard avec une circonstance atténuante. Donc, il faut tenir compte de cela aussi. Vous voyez, donc, beaucoup de flexibilité. Vous parlez de certaines règles. Est-ce à dire que le manager doit manager son entreprise en fonction des règles fixées ou en fonction des employés qu'il a en face de lui? Alors, on vous dira que le style de management dont on parlait tout à l'heure là va être fonction du contexte et du public auquel il s'applique aussi. Vous voyez, si vous avez un public, je sais dans les livres, un public de travailleurs qui est paresseux, des gens qui n'aiment pas le travail, qui viennent en retard. Ils n'aiment pas le travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un peu plus autoritaire. On vous demande d'avoir un bout de carotte puis un gros bâton. Vous voyez? Mais si vous avez un public qui aime déjà le travail, c'est les populations Y dont parle... vous allez avoir des gens qui aiment déjà le travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bâton. Eux, ils ont besoin d'être motivés. Voilà, ils ont besoin d'être motivés et d'être accompagnés, d'être compris. Et vous allez avoir les résultats qu'il faut. Et deux fois, dans des publics, on a ces deux entités. Oui, on a ces deux gens entités. Qui aiment le travail, oui. Les gens qui n'aiment pas le travail. Mais très souvent, quand les managers prennent des décisions, c'est de façon générale. Alors sans tenir compte de ceux qui font des efforts. Oui, aujourd'hui, on va vous demander de faire la part des choses. On va vous demander de procéder à ce qu'on appelle le management situationnel. C'est-à-dire, vous allez dans une équipe, vous allez avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans votre équipe. Il y a une personne, par exemple, qui n'aime pas le travail. Donc, il faut vous focaliser, il faut traiter ce cas-là particulièrement, au lieu de le faire généralement. Pourquoi il n'aime pas le travail? Pourquoi son niveau de motivation est à 0? Ou bien son niveau de motivation est faible? Vous voyez, techniquement, il sait travailler, mais son niveau de motivation est faible. Donc, sur quoi vous allez travailler? Vous allez travailler à relever son niveau de motivation, vous voyez, à ce niveau-là, pour qu'il soit motivé pour s'impliquer dans le travail aussi. Alors, M. Somda, de plus en plus, et ça c'est bon aussi pour la vitalité de la formation en Côte d'Ivoire, il y a de nombreux jeunes cadres ivoiriens qui ont des postes à l'extérieur, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. Alors, comment ça se passe quand on est chef, on est manager et qu'on débarque dans un pays qui n'a rien à voir avec notre sphère de naissance? C'est vrai que les règles du management ont des bases, mais comment ça... Est-ce que le fait d'être dans un autre endroit, est-ce que il faut une préparation particulière? C'est contextuel. Si vous avez vécu dans un milieu donné, vous avez utilisé des outils donnés, vous avez eu affaire à un public donné et que vous changez du jour au lendemain, c'est à vous de vous adapter. En ne renonçant pas à ce que vous avez appris comme outil, comme méthode et tout cela, mais en faisant en sorte d'opérer les changements au fur et à mesure pour arriver à monter votre équipe à flot. C'est vrai que quand vous dites ceux qui viennent de l'extérieur, c'est vrai qu'il y en a quand ils arrivent, ils sont très rapidement. Bon, il y en a un qui disait que lui ne reconnaissait plus les gens, que les gens avaient changé, qu'ils ne comprenaient plus rien et tout cela. J'ai dit non, cher ami, c'est vous qui avez changé, ce n'est pas les gens qui ont changé, ils sont toujours dans leur manière, mais parce que vous avez eu de nouveaux outils, vous avez eu de nouvelles expériences, vous êtes venus. Donc il faut travailler pour amener les gens à ce niveau de changement-là, à adopter de nouvelles attitudes. De nouveaux comportements à ce niveau. Sinon, bon, c'est vrai, dans nos pays, nous ne sommes pas aussi, entre guillemets, mauvais que cela, mais il faut faire l'effort d'opérer les changements nécessaires et d'amener les gens à cela. Et c'est le rôle du manager. Le manager doit faire en sorte de renforcer les compétences des collaborateurs, qu'il s'agisse de compétences techniques ou de compétences comportementales. Voilà. Parlons des renforcements de compétences, ça passe aussi par la formation. Oui. Et on se rend compte que beaucoup de managers n'intègrent pas la formation dans leur gestion. Alors, c'est une erreur. C'est vrai qu'en temps de crise, tout de suite, les budgets sur lesquels on cherche à économiser, c'est les rubriques formation. Alors qu'aujourd'hui, la formation, c'est un investissement. Par rapport à la mondialisation, par rapport à la performance, la formation, c'est un facteur indéniable. Il faut investir dans les hommes et les femmes. Parce que le collaborateur
surtout avec les changements qui arrivent. Avec les changements qui arrivent, qui sont là, la mondialisation, la concurrence, il faut toujours se former pour assurer l'adéquation profil-poste là où vous travaillez à ce niveau-là. C'est très indéniable. Si la personne ne connaît pas et que vous ne formez pas, elle ne pourra pas réaliser vos objectifs. Vous voyez, il faut bien former la personne pour qu'elle puisse atteindre les objectifs pour lesquels vous l'avez recruté, pour lesquels vous l'employez. Monsieur Somda, soyons réalistes aussi. Parfois, il y a des entreprises d'État où il y a des décisions qui ne dépendent parfois pas du directeur, du manager qui est là. Il a beau faire des contentions pour la formation, pour que les gens soient bien, il peut vraiment avoir une bonne feuille de route et puis il y a une décision qui tombe, qui est au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à une entreprise privée où c'est un peu plus flexible, on va dire ça comme ça? Oui, bon... Est-ce que vous avez prévu des cas comme ça? C'est une tare aussi, c'est ce que nous mettons sous le chapiteau des pesanteurs politiques. Parfois, ça peut être politique, ça peut être socio-culturel, mais le cas que vous présentez, c'est beaucoup plus politique. Quand ces pesanteurs-là s'abattent sur le manager, ce n'est pas facile à gérer. Ce n'est pas facile à gérer, mais c'est au manager de trouver les ressources nécessaires pour essayer d'en sortir. Parfois, le politique ne connaît pas la réalité de la décision ou les conséquences de la décision qu'il prend. Et certaines fois, le caractère pesanteur est lié à ça. Certaines fois, est-ce qu'il faut dire que le politique, à la limite, ne se préoccupe pas de ce qui va arriver? Lui, c'est d'obtenir ce qu'il veut tout de suite. Pourtant, le politique est un manager aussi. Bien sûr, c'est un manager. Enfin, il doit être un manager. Voilà, c'est un manager. C'est pour cela qu'on va vous parler du management public et tout cela, mais que ce soit l'administration publique ou l'administration privée, c'est les mêmes méthodes de management et ainsi de suite. Vous voyez, à deux exceptions près, parce que le secteur public, c'est un secteur non marchand. Le secteur public, justement, il y a comment vous appelez, la primauté à l'intérêt général par rapport aux intérêts individuels, et puis le pouvoir discrétionnaire du politique dans la nomination et la révocation et tout cela. Mais c'est vrai que c'est une entorse au management qui pèse beaucoup sur les managers quand ils subissent les présenteurs politiques. Ça a un impact sur les entreprises. Oui, bien sûr, ça a un impact sur les entreprises, ça a un impact, vous le constatez au niveau des institutions publiques ou même sous-régionales, ça a vraiment un impact à ce niveau-là. Alors, on a parlé aujourd'hui du management, quel impact en entreprise? De façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le management, c'est un métier. Manager, c'est un métier, comme on a dit, c'est un processus qui, comme je dis, consiste à planifier, à gérer, à contrôler et à vérifier ce qu'on a comme écart. Mais c'est une tâche qui n'est pas facile, mais qui est très gratifiante. Voilà, le management, c'est pas facile, mais c'est très gratifiant parce que c'est passionnant à ce niveau. À certains moments, vous pouvez avoir des instants de frustration parce que vous n'obtenez pas vos objectifs. Parce qu'éventuellement, vous avez été victime de pesanteurs politiques, ou bien parce que vous-même, vous avez pu vous tromper. Mais il faut toujours avoir l'honnêteté de rebondir, de reconnaître ses erreurs, de corriger et de repartir sur de nouvelles bases. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Emmanuel Somda. Merci pour ce grand moment qui nous permet d'en savoir plus sur le management et son impact dans l'entreprise. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette entreprise matinale. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve, Dieu voulant, demain. Audio Jungle.